par jour en France aujourd'hui. Laura Lebar qui est avec nous, psychanalyste. Merci d'avoir patienté. Vous avez suivi la conversation ces dernières minutes. Je crois que vous avez un avis à donner. Moi, je voudrais aller plus loin parce qu'avec vous, on s'intéresse peut-être plus en profondeur au profil et aux éventuelles explications, si tant est qu'il y a des explications à donner sur une chose pareille. Lui, en tout cas, le suspect a donné un début d'explication en disant qu'il entretenait cette relation sentimentale, qu'il a tué par accident. Quand il dit relation amoureuse, on sent peut-être qu'il essaie d'emblée d'atténuer son geste. On parle de quelqu'un qui a déjà eu affaire à la police, à la justice, qui sait peut-être un petit peu s'accommoder des rouages. Oui, alors déjà, je suis très contente de retrouver Georges Fenech, on était intervenu il y a un mois sur... Ah oui. Et qui a une connaissance du système canadien et américain, qui rebondira sur ce que je dis, donc le débat va être très intéressant. Et effectivement, vous aviez raison sur le fait qu'il y a vraiment, on voit quand même, on a des tests aujourd'hui en psychologie qui peuvent permettre d'élaborer, de savoir la dangerosité d'un criminel. Aux États-Unis, c'est ce qu'on fait. Et donc, avant de se poser la question du crime passionnel, on va déjà essayer de comprendre qui est ce monsieur, quel est son vécu et comment est-ce qu'on aurait pu le prévoir. Et quand j'ai été un peu regardée, j'ai remis les choses dans l'ordre. Donc, il est connu des services de police depuis qu'il a 17 ans. Ça a commencé par conduisait sans permis, puis il y a eu du vol, puis il y a eu agression, puis il y a eu séquestration. Et on remarque bien qu'il y a une escalade. Il a arrêté, mais cette fois-ci, il a des complices. Donc, il étend son réseau. Et effectivement, ça monte. Pareil que dans l'affaire Vanessa qu'on a vue il y a un mois. Et là, quintessence, par effet miroir, il prend la nièce de son ex, donc certainement pour refléter le pouvoir qu'il avait certainement pas eu sur sa compagne. Une fille de 18 ans, donc le reflet narcissique parfait d'un quadragénaire. Il l'a fait taire, la main sur la bouche, et on fait taire. Le crime passionnel, on va plutôt retrouver des coups, on va plutôt retrouver des strangulations. Là, vraiment, il y a un désir qu'elle ne dise pas quelque chose, c'est ce que ça veut dire. Alors, pardon de vous couper, mais on va être prudent parce que l'autopsie n'a pas eu lieu encore et qu'il y a peut-être des éléments qui pourraient expliquer les causes réelles de la mort qui ne sont pas encore à notre connaissance. Hein. Ça, il faut bien le prendre en compte tout de même, Laura Lebar. Hein. Désolée. Mais finalement, quand on reprend tout ça, moi, ce qui me frappe un petit peu, c'est qu'il lui faut 2 jours pour avouer. Il défie la loi. Il y a un espèce de jeu autour de la loi. Et finalement, la question, c'est est-ce que c'est quelqu'un de dangereux? Et la question, c'est quelqu'un de dangereux? Oui, c'est quelqu'un de dangereux. Tout monte en escalade. Et M. Fenech, il y a un mois, on intervenait sur Vanessa. La même chose, vous expliquiez des systèmes que vous connaissez bien. Il y a des tests pour savoir ça. Ça peut se prévoir. On le fait déjà dans tous les pays anglo-saxons. Et effectivement, je pense qu'il y a un manque de moyens. C'est pas forcément un manque de loi. On sait que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine en France. Alors la psychiatrie judiciaire, je n'ose même pas imaginer. Je trouve que j'ai fait adopter une loi en 2008 qui consiste à dire quoi? Quand vous avez un individu qu'on estime dangereux, il y a des observations quand même dans les prisons, 1 an avant sa libération, il est soumis à une commission pluridisciplinaire qui va dire effectivement est-ce qu'il présente toujours un état dangereux ou pas. Si on estime qu'il présente un état dangereux, à ce moment-là, on prend des dispositions, soit une rétention, soit une surveillance de sûreté. C'est pour ça que je parle de faute professionnelle. Mais cette commission pluridisciplinaire composée de magistrats, de psychologues, de psychiatres, etc., elle ne se réunit pratiquement jamais. Et pourquoi? Donc on a voté quand même ces dispositifs, mais ça n'est pas appliqué parce qu'on est face à un concept qui consiste à dire il a purgé sa peine, il est quitte avec la société, on le relâche. Et la dangerosité et la protection des citoyens, on s'en lave les mains. On joue à la roulette russe. Alors, je voudrais juste dire, à la roulette russe. Laura Lebar, quel sens ça a pour les délinquants, des criminels, d'être condamnés à des peines qui ne sont pas totalement exécutées? Est-ce que ça nourrit en eux ce fameux sentiment d'impunité, selon vous? Alors, quand vous prenez les chiffres, finalement, quand on prend les expertises, il n'y a qu'1% des criminels qui sont des psychopathes. Finalement, dans les autres profils, on va retrouver des personnes qui ont besoin de défier la loi, qui ont des profils narcissiques pour la plupart, qui ont des failles dans leur personnalité et qui vont justement par cette défiance exister. Et à un moment donné, ils cherchent à être punis. Si on ne punit pas assez fort, la loi n'existe plus, ils n'ont pas de cadre. Donc ils vont être en défiance permanente. Et oui, c'est toujours les mêmes profils. Il y a des tests hyper simples qui sont très rapides à faire et qui ne sont pas appliqués. Finalement, ces personnes-là auraient besoin d'obligations de soins avec des suivis. On pourrait quelque chose, mais il n'y a pas d'obligation de soins au-delà des tests de dangerosité. Bien sûr. Parce qu'aussi, et là j'essaie j'allais dire de me faire l'avocat du diable, mais d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on n'a pas vu sa dangerosité. C'est parce que cet homme, il a un passé de délinquant, mais il n'a pas un passé d'assassin.
Oui, mais il n'y a pas de profil psychologique, si vous voulez. Ça monte crescendo. Il y a des tests qui permettent d'évaluer la dangerosité. C'est ce que je disais, mais Fenech très très bien sur le crime de Vanessa, et j'avais été très surprise, parce que c'est rare les personnes qui ont cette information. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, on fait un test de dangerosité. Avant même les circonstances. Vous avez des expériences, notamment l'école qui est donnée comme exemple dans le monde, c'est l'école canadienne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de magistrats qui vont au Canada. Le Canada a une expérience extraordinaire. Ils ont ce qu'ils appellent des échelles actuarielles avec des items, avec vraiment des études très scientifiques pour diagnostiquer l'état dangereux d'un individu. Et nous, on n'est pas capable. Je parle de la dangerosité criminologique, hein, je ne parle pas de la dangerosité psychiatrique. Ça, c'est autre chose. Je parle d'individus qui sont intellectuellement, ils savent ce qu'ils font, mais ils ont des troubles de la personnalité, psychopathes ou autres, voyez-vous. Et ça, on a un retard en France qui est considérable. Alors qu'au Canada, aux Pays-Bas, le centre Utrecht de Pays-Bas, par exemple. Et qu'est-ce qu'on attend pour se mettre à la page? Mais il n'y a pas les moyens chez nous, d'abord. Il n'y a pas les moyens. Et puis, on est resté à des méthodes un peu cliniques, un peu lacaniennes, je dirais. Non, mais au grand mot, les grands remèdes, il y a un moment quand on voit s'enchaîner on a un retard ce genre considérable. de faillite judiciaire. Il n'y a même pas de cours de criminologie dans les universités, vous voyez, par exemple. Alors qu'au Canada, on enseigne. Nathan qui voulait dire un mot, et puis je poserai une dernière question à Laura Lebar. Oui, en effet, quand on voit le profil de ce suspect, ce qui est très frappant, c'est cette idée que toute sa vie, pour l'instant, aura été l'histoire d'un engrenage vers davantage de violence. Ce qui fait, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est difficile d'identifier un profil de dangerosité quand ce profil est lui-même en construction, en intensification. Et à mon avis, là, toute la question, c'est de se demander comment le rôle des services publics, le rôle de l'État, doit être de casser, de mettre un terme à cette aggravation et d'enrayer, de bloquer cet engrenage. Face à cela, je suis d'accord avec vous, il y a la question de la réponse pénale qui doit exister, parce que quand elle n'existe pas, ça donne une sorte de carte blanche à l'individu pour récidiver et pour aggraver son cas, mais qui doit exister aussi, je dirais, de manière extrêmement constructive. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat sur la nature même du lieu qui doit être la prison, qui à mon avis doit être à réinventer. Quand je dis ça, c'est pas pour faire du laxisme, c'est pas pour dire ça, c'est pour dire qu'il faut que la prison soit aussi un lieu de construction. Et deuxièmement, à mon avis, tout cela doit aussi être pensé dans le cadre d'un phénomène plus large, qui est la paupérisation générale des services publics. Et alors évidemment, quand cette paupérisation touche par exemple l'université ou l'école, on en voit les effets à long terme. On met 20 ou 30 ans à mesurer qu'il y a eu telles institutions qui se sont paupérisées. Quand il s'agit de la justice, c'est vrai que les retours de bâton sont plus immédiats et sont plus rapides. Mais ça doit être repensé aussi dans ce cadre-là. Avant d'avancer et de passer à un autre thème et de vous remercier, surtout Laura Lebar, je voudrais juste faire un tout petit pas de côté, parce qu'il y a une question que je me pose. Est-ce qu'un passage à l'acte aussi atroce, c'est le fait de certains individus ou est-ce qu'il y a au fond de chacun de nous une possibilité de basculer dans une forme de monstruosité? Alors, Freud aime dire qu'il fait des normaux à contexte anormaux. Alors, j'ai pas bien entendu, pardon, il y a une petite coupure. Des normaux à contexte anormaux. C'est-à-dire que on ne sépare jamais le contexte de l'acte. C'est pas juste l'acte, c'est un contexte psychologique. Par contre, je vais répondre juste à une chose que vous disiez tout à l'heure sur les tests qu'on n'a pas. En France, il existe le Rorschach, qui est un super test de limite, en fait. Oui. Et ça, qui permet de voir ça, c'est des planches. Je vais vous montrer que vous connaissez certainement. Ouais. Le problème de ces planches-là, en France, elles sont étudiées sur des doctorats extrêmement longs par des psychologues cliniciens qui ne sont pas psychanalystes, qui connaissent mal le langage de l'inconscient. Alors qu'en prenant 2-3 planches et en synthétisant, on pourrait simplement former, par exemple, les policiers, voir si la personne elle a des limites. Faire quelque chose de synthétique où on pourrait avancer sans attendre forcément l'expertise. Je pense qu'il faudrait simplifier le système d'apprentissage pour au moins avoir des outils, savoir comment on oriente. Ce serait déjà une piste. Merci beaucoup, Laura Lebar, psychanalyste, de nous avoir